Salut à toutes et à tous, c'est Mathieu Loubière et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de GMK. Dans cet épisode, vous allez entendre l'entretien que j'ai eu il y a quelques semaines avec Emeline Perrin. C'est une kinésithérapeute française qui a décidé il y a quelques années, par passion, de s'expatrier pour devenir kiné au Japon. Elle nous raconte son parcours, son quotidien, ses expériences. Nous discutons également du soin en général et de la société japonaise en particulier. Une discussion que j'ai grandement appréciée. Pour rappel, GMK est un organisme de formation, mais également un blog et un podcast, 1 à 2 fois par mois, avec des contenus professionnels, des interviews, des conférences et des cours gratuits. N'hésitez pas à vous abonner, à liker notre page Facebook ou Insta, ou encore à partager nos contenus. Cela nous aide beaucoup. Direction www.gem-k.com. Yoku kiite kudasai. Aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir de recevoir Emeline qui est une kinésithérapeute française, mais qui s'est exportée au Japon pour pouvoir étudier, puis plus tard pratiquer le métier de kiné. Konnichiwa, Emeline. O genki desu ka? Konnichiwa. Genki desu. Arigatou gozaimasu. Genki desu ka? Donc, écoute, je suis très heureux. Donc, ça y est, j'ai réussi à placer mes 3 mots en japonais. Plaisir partagé. Est-ce que tu pourrais te présenter, peut-être, pour les gens qui nous écoutent? Alors, je m'appelle Emeline Perrin. Je suis kinésithérapeute française, diplômée de l'école de Nancy. Et du coup, je suis depuis 3 ans installée au Japon pour des études dans un master de recherche en kinésithérapie. Voilà. Depuis 3 ans. Depuis 3 ans. Ok. Et j'aime bien prendre mon temps. Je trouve que c'est une démarche peut-être déjà courageuse à la base et qui doit te demander aussi une abnégation importante parce que j'imagine qu'il y avait tout un truc à faire déjà au niveau du langage avant de partir. Il y a pas mal de choses à apprendre, il y a pas mal de préparation à faire. Donc, c'est un projet que je travaille depuis plusieurs années, oui. L'envie de venir au Japon, ça a remonté à quand j'avais 15 ans, à peu près. Bon, ma première accroche à la culture japonaise, ça a été les mangas, pour la chose basique. Et du coup, depuis les mangas, je me suis intéressée à la culture japonaise. Je me suis renseignée sur le sujet, j'ai appris un peu la langue par moi-même. Et après, j'ai fait mes études de kiné. J'avais regardé la possibilité d'aller faire un stage de kiné au Japon, mais ça n'avait pas été possible à ce moment-là. Mais le rêve est resté après l'obtention du diplôme. Et du coup, je me suis renseignée, j'ai regardé. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer de travailler, de lier la passion du Japon et la passion de la kiné, de faire les deux ensemble et de partir faire kiné au Japon. Voilà. Ok, c'est super comme expérience de vie. Qu'est-ce qui t'a motivé à partir en particulier au Japon? C'était vraiment parce que la société japonaise te plaisait, parce que tu avais un genre de rêve comme ça J'aime beaucoup apprendre et je suis fascinée par la différence. Et du coup, le Japon, c'est vraiment un autre monde. Il n'y a rien de comparable avec ce qu'on peut trouver en France. Donc, la culture est différente, le langage est différent. La société est différente, les paysages sont complètement différents de tout ce qu'on connaît en France. Et du coup, c'est l'envie d'apprendre des choses différentes, l'envie de découvrir tout ce nouveau monde qui m'a poussée à aller là-bas. Au final, le métier, c'était juste une opportunité d'y aller ou si tu n'avais pas fait kiné, tu aurais été aussi quand même? Je pense que j'aurais été aussi quand même, oui. Okay. Et je pense que si jamais kiné devient donc parce qu'il y a encore pas mal d'étapes à faire, si jamais kiné devient pas possible, ça me dérangera pas de travailler dans autre chose pour rester au Japon. Ok, super. Alors pour celles et ceux qui voudraient éventuellement suivre ton exemple, est-ce que tu pourrais nous expliquer les démarches que tu as mis en place? Donc tu as été diplômée, si j'ai bien compris, à Nancy 2015, tu as dit, c'est ça? Je me souviens. C'est ça. Et donc, comment ça s'est passé après? Est-ce que tu peux nous refaire un peu la chronologie du comment tu as réussi à t'installer là-bas? Alors, une fois que j'ai obtenu le diplôme, j'ai recherché un contact, donc un kiné en France qui aurait eu l'expérience avec un lien avec le Japon. Et du coup, je suis tombée sur un kinésithérapeute franco-japonais, donc Shotaro Tachibana, qui travaille à Paris, qui avait envoyé des élèves faire des stages d'observation au Japon, en fait. Donc, je lui ai demandé je suis rentrée en contact avec lui. Je lui ai demandé s'il avait des renseignements pour moi sur comment travailler au Japon.
Il m'a dit que travailler au Japon en tant que kiné, c'était pas possible comme ça, qu'il fallait faire d'autres démarches avant. Donc, pour dire les choses maintenant, il faut avoir un niveau, faut parler couramment le japonais, donc le JLPT de niveau 1, pour être précise, et il faut passer la licence de kiné japonaise. Donc, du coup, moi, j'avais pas le niveau de japonais du tout à ce moment-là. Et du coup, il m'a dit, par contre, si tu veux, il y a une alternative. Comment je cherche des cobayes pour faire un partenariat entre la France et le Japon. Et on est en train d'essayer d'envoyer des élèves français au Japon pour faire un master. Et on essaie d'attirer des élèves japonais en France pour faire une passerelle et pour faire des échanges. Du coup, voilà. Donc, je suis cobaye numéro 1. La numéro 2 a commencé à Kyoto 1 an après moi. Voilà. Du coup, voilà. Donc, je suis rentrée en contact avec lui. Je lui ai dit que j'étais partante pour le master. Il m'a mis en contact avec un prof d'université à Kobe. Du coup, le prof, l'université, on a fait quelques Skype pour faire connaissance. Il m'a dit, bah écoute, t'as l'air motivé, donc c'est parti, on y va. Je suis allée une première fois au Japon pour assister à des conférences. J'y suis retournée une deuxième fois pour passer mes examens d'entrée. Et après, j'y suis retournée pour vraiment rentrer dans l'université. Du coup, tu as pratiqué la kinésithérapie en France avant de partir? Ouais, j'en ai fait pendant 2 ans et demi à peu près. Et dans le même temps, j'imagine que tu as appris le japonais. J'ai appris un peu par moi-même en mode tranquillou, jusqu'à 6 mois avant de partir. Et une fois que la date limite s'est approchée, j'ai pris des cours particuliers pour pouvoir booster un peu le niveau. Et ensuite, une fois que je suis arrivée au Japon, j'ai continué 6 mois à prendre des cours intensifs de japonais qui étaient proposés par l'université. Donc, c'était en même temps que de ton master, tu as fait les études de japonais au Japon. Tu as eu les deux choses en même temps. Oui, c'est ça. C'est trop dur au départ de s'accrocher dans les cours, parce que j'imagine qu'ils ne sont pas en anglais, c'est en japonais. Les cours sont donnés en anglais-japonais, du coup. Donc, la partie cours de japonais, les livres étaient uniquement en japonais et la prof nous expliquait les choses en anglais. Donc, c'était anglais-japonais, donc il fallait maîtriser un peu. L'accroche à l'anglais était un peu difficile aussi au début, donc j'avais un assez bon niveau en anglais quand même, mais c'était pas aussi naturel que ça l'est maintenant. Et du coup, après, pour les cours à l'université, pour le master, donc c'était à moitié des cours en anglais et à moitié des cours en japonais. Une section bilingue, en quelque sorte. C'est quoi? C'est un master un peu international en physiothérapie ou... C'est un master qui se veut international. Donc, en fait, ils veulent... C'est un master qui est ouvert aux kinésithérapeutes, aux sages-femmes, aux techniciens de laboratoire et aux pharmaciens, si je ne me trompe pas. Et du coup... Donc, toutes ces personnes-là prennent les cours ensemble et après sont réparties dans leur labo et font des séminaires et de la recherche dans leur labo. Donc, il y a les cours d'un côté et il y a la recherche de l'autre. Et du coup, les cours, j'en ai eu beaucoup pendant le premier semestre seulement. C'était quelques heures par semaine. Tout est vraiment fait pour qu'on puisse se concentrer sur la recherche. Donc, si j'avais 10 heures par semaine, sans compter les heures de cours de japonais, c'était vraiment beaucoup. Et ça a duré juste un semestre, et puis après, je devais avoir 2-3 heures par semaine le deuxième semestre. Voilà. Et ton champ de recherche, du coup Alors, j'ai un peu voyagé au niveau du travail de la recherche. Donc, le sujet qui me branchait vraiment au début, c'était le réentraînement à l'effort de l'asthmatique obèse par le HIIT training. Voilà. Ce sujet, j'ai monté mon sujet, j'ai proposé le sujet au laboratoire, ils l'ont accepté. Et en fait, je voulais le faire en partenariat avec la France. Donc, je devais rentrer pour 6 mois et je voulais profiter de ces 6 mois pour aller travailler dans un centre de rééducation ou dans un hôpital, prendre mes patients et faire ma recherche là-bas, en fait. Et du coup, une fois que j'ai validé mon dossier en France, il fallait que je demande l'accord éthique pour pouvoir valider la recherche en France. Et à ce moment-là, on m'a dit ça prend minimum 15 mois. donc, ça n'a pas été possible. Donc, mon prof m'a dit, tu as le choix. Soit tu retapes une année, soit tu le fais en 3 ans, ton master, soit ou plus, soit tu changes de sujet. Et du coup, à ce moment-là, j'ai pris cette décision. Je ne sais pas si c'est la bonne ou pas. Bref, c'est comme ça. Mais du coup, j'ai dit, je change de sujet. Et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai changé 2 ou 3 fois. Je pense que j'ai dû faire 15 essais au moins. Et à chaque fois, ça s'est terminé par des résultats qui n'étaient pas significatifs. Et du coup, dans un master, avec les conditions d'accueil dans lesquelles j'étais, donc ça veut dire une élève cobaye,
comment le prof tenait à ce qu'il y ait peut-être une certaine que ça brille un petit peu en quelque sorte. Donc on a essayé de faire une recherche qui puisse être publiable. Et du coup, ça malheureusement, c'est pas le cas. Donc j'ai fait plein de recherches, mais ça n'a pas donné de résultats qui peuvent permettre d'être publiés dans une revue scientifique. C'était dans le champ du réentraînement à l'effort ou Alors du coup, après j'ai changé, je suis partie dans le cancer, et puis ensuite je suis repartie dans d'autres domaines. Et donc là, finalement, la dernière recherche que j'ai faite sur laquelle j'ai passé ma thèse, c'est l'incontinence urinaire de la femme en postpartum. Ah. On est sur un autre domaine. Hein. C'est parce que le précédent podcast, c'était avec Tara Rehman là-dessus, sur l'hypopressif avec l'incontinence. Donc, c'est rigolo. Ah, super. Je regarderai. J'écouterai. Ça marche. Ça me fait penser à une nouvelle question. Si on veut aller étudier au Japon, est-ce qu'il y a des prérequis, je sais pas, au niveau des visas, des choses comme ça? Ça se passe comment? Alors, si on veut étudier au Japon, il faut avoir un contact surtout, je pense. En tant que kiné, il faut pouvoir être en contact avec un prof. C'est quelque chose qui est complètement nouveau, en fait. Du coup, il faut que vous ayez... Je pense qu'il faut que vous passiez par Shotaro, du coup. C'est lui qui est en contact avec le Japon. Du coup, vous vous faites connaître par Shotaro. Vous lui dites que vous êtes motivé pour venir étudier au Japon, en tant que kiné, hein, bien sûr, si on reste dans le domaine-là. Et donc lui, il va voir si vous êtes motivé, si vous tenez la route et que vous êtes prêt à vous engager dans les études là. Et il va vous mettre en contact avec la fac, avec une fac au Japon. Donc il a des contacts avec Kobe, avec Kyoto et avec Tokyo. Voilà. Et donc pour le moment, la filière est ouverte à Kobe et à Kyoto. Du coup, pour faire des échanges. Et une fois que le contact est fait, en général, donc vous rencontrez le prof. Et après, c'est l'examen à passer. Et après, vous rentrez. Une fois que l'examen est validé, la demande de visa, c'est sponsorisé par l'université. Et l'université de Kobe ou de Kyoto, donc c'est relativement bien reconnu au Japon. C'est assez bien coté. Donc le visa se fait sans trop de problèmes. Il y a de la paperasse à faire, mais c'est accepté assez facilement. Et tu parles de l'examen, c'est l'examen en japonais, c'est ça? L'examen est il y a un examen en anglais en fait. Donc il y a un examen qui porte sur quoi? Il y a un examen de compréhension de texte scientifique en anglais. D'accord. Il y a un examen écrit sur un sujet au hasard. Donc par exemple, moi c'était la fragilité de la personne âgée. Donc quelles sont vos connaissances sur la fragilité de la personne âgée? Qu'est-ce que vous en savez? Comment est-ce qu'il faut le traiter? Comment est-ce que c'est pris en charge dans la kiné? Voilà. Donc une rédaction à faire. Et après, c'est un entretien avec les gros pontes de la fac, du coup, en face de 5 personnes. Donc, on se présente, on dit pourquoi est-ce qu'on a choisi l'université de Kobe, si on est prêt à passer 2 ans ici, à améliorer son japonais si c'est pas encore au top, et si on a les moyens de subvenir à ses besoins pendant les années d'études. Voilà. Et du coup, les universités voient plutôt d'un bon œil justement d'avoir des étrangers qui viennent. Est-ce que ça participe un peu au prestige universitaire ou ça rentre pas dans la balance pour Si une université a des étudiants internationaux, c'est quand même bien vu. Donc en général, ça veut dire que c'est une grosse fac, ça veut dire que c'est dynamique, ça veut dire qu'il y a des échanges avec l'étranger. Du coup, c'est plutôt bon signe. Ouais. C'est plutôt une bonne chose. Donc ça va plutôt en faveur. Ça peut jouer en faveur des aspirants et des aspirantes. Oui. Ok, super. Alors justement, on parle de la kiné. Je dois dire que je suis dans une inculture absolue sur les physiothérapeutes au Japon, à savoir combien d'années d'études ils ont, comment ils travaillent après. Donc, est-ce que tu peux nous parler des études de kiné au Japon, justement? Est-ce que ça ressemble un peu aussi au modèle français? Alors, toi, tu n'as pas dû connaître la nouvelle mouture, mais je pense que tu as dû entendre parler qu'on est passé à l'université il y a quelques années. Enfin, pas à l'université, on est passé avec 1 an d'études en plus. Est-ce que au Japon, c'est un peu le même cas? Au Japon, ils ont une licence. Licence? Donc, en fait, c'est des études qui sont à l'université. Et ils ont une licence, et puis après, ils ont un grade de master, donc l'endroit dans lequel je suis en ce moment. Et après, il y a un doctorat de kiné aussi. Donc, c'est universitaire. C'est universitaire, oui. D'accord. Et est-ce qu'on a un équivalent, je veux dire, du kiné libéral en français au Japon?
Alors, il y a des kinés libéraux au Japon, mais les pourcentages sont complètement renversés par rapport à la France. Donc en France, je crois que c'est 90% de libéraux pour 10% de salariés. Au Japon, c'est l'inverse. Donc il y a 90% de salariés pour 10% de libéraux, si ce n'est moins. Et du coup, la majorité de l'activité s'exerce à l'hôpital et après dans des cliniques privées ou dans des centres de rééducation. D'accord, ok. Quand tu fais tes études, je sais pas, tu es au Japon, tu fais tes études, d'abord tu passes par ta licence, tu peux déjà travailler avec une licence et tu continues pourquoi après derrière? Donc, il y en a qui continuent s'ils veulent, par exemple, partir dans une filière de recherche ou s'ils veulent peut-être augmenter leur salaire ou leur position au sein de l'hôpital. Plus on fait d'études, plus on a de reconnaissance au niveau du salaire principalement. Et après, plus on commence. Si on part dans un master, donc principalement le master de recherche c'est principalement le master de recherche que je connais, permet de continuer de faire de la recherche après dans l'hôpital dans lequel on travaille ou dans la structure dans laquelle on travaille ensuite. Voilà. Tu me corriges si j'ai bien compris. Donc, je suis un japonais, je veux devenir kiné, donc je vais faire ma licence. Là, je peux travailler directement. Et après, je peux choisir de pousser un peu plus loin pour avoir un meilleur salaire et éventuellement poursuivre sur la recherche. Oui, c'est ça. C'est ça. Et ça, c'est valable un peu, si on parle du système de santé en général au Japon. On a pareil, beaucoup de structures hospitalières, on a des professionnels libéraux. Comment ça se passe Alors, le Japon il y a énormément, le système de santé est très bien construit ici. Il y a énormément de structures de soins partout, même dans les endroits assez isolés. Donc, je crois pas avoir entendu parler. Il doit y avoir des déserts médicaux un petit peu aussi, mais il faut vraiment aller loin dans les montagnes pour trouver des endroits qui sont pas desservis par des structures de soins. Et par exemple, le quartier où je suis ici, pour vous donner une idée, il y a je crois qu'il y a 3 ou 4 centres de rééducation, de petites cliniques de rééducation à 200 mètres, dans un rayon de 200 mètres ici. Et je suis pas dans une partie qui est très fréquentée. Donc, c'est des petites structures, mais très, très bien desservies. On peut, en général, à moins de 100 mètres, on a toujours une clinique dans laquelle on Tu peut parles aller. de clinique, il n'y a que des kinés ou il y a tout un staff médical avec son infirmier, médecin, tout ça? Ça va dépendre des structures. Il y a des endroits où il y a que des kinés, il y a des endroits où il y a un kiné avec des aides-soignants, et il y a des endroits où il va y avoir une infirmière, un dentiste, un médecin qui va être avec. Donc ça dépend des endroits. Ok. Effectivement, en préparant ce podcast, je me suis renseigné un peu sur le système de santé japonais. J'ai vu que c'était le 4e système mondial, je crois. Enfin, ça marche très très bien. Vous avez énormément de lits aussi. Et j'ai été étonné de constater d'ailleurs que, contrairement à la France, par exemple, alors peut-être que la pandémie de Covid va changer les choses, mais qu'il y avait au Japon, on était plus en train de créer des lits depuis des années, rajouter des lits plutôt que les limiter. Et du coup, toi, tu ressens ça au niveau de la qualité du soin? Est-ce que tu vois une différence par rapport à la France, justement? Oui, une différence énorme. Alors, on va prendre un exemple extrême, par exemple en France. Quand vous voulez prendre un rendez-vous chez le cardiologue en France, ça prend combien de temps en ce moment? Quand je suis partie, il fallait 3 à 6 mois pour Ouais, avoir un rendez-vous dans chez le moi, cardiologue si c'était pas urgent. dans les petites Ouais. villes, 6 mois. Ouais. Mm. Alors au Japon, quand il y a besoin de prendre un rendez-vous chez le cardiologue, en général, vous allez juste au cabinet et le délai d'attente est d'environ 1 heure Ah ouais, pour être d'accord. pris en charge. Et il y a certains moments, si vous y allez un jour où c'est pas trop bondé ou quoi que ce soit, vous pouvez y aller, ils vous disent, bah, il y a 20 minutes d'attente, est-ce que ça ira? Et on peut rentrer directement après. Donc voilà. Et après, c'est beaucoup plus accessible aussi niveau tarifaire. Donc le temps est très très convenient. C'est extrêmement facile d'accéder aux soins dans le temps. Et aussi au niveau du prix, donc ils ont à peu près le même système que nous. Donc ils ont 70% qui est couvert par le système de santé au Mhm. Japon, donc qui est pris par l'assurance maladie. Mhm. Et après, donc il y a 30% à payer de la poche. Mais pour reprendre l'exemple du cardiologue, je crois que chez nous, il faut débourser des fois 70, 90 euros pour un rendez-vous chez un spécialiste de sa poche. Au Japon, de sa poche, si vous n'avez pas d'assurance complémentaire à côté, c'est 7 euros. Ouais, d'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a des niveaux, tu sais, comme en France, il y a le secteur 1, le secteur 2. Est-ce que tu as aussi
des professionnels qui bossent dans un secteur semi-privé, privé, etc. Ou... Alors, je sais qu'il y a public et privé. Après, je ne connais pas de milieu mix, pour le coup. Je sais qu'en France, on peut travailler un peu dans les deux, et je ne sais pas si le système-là existe au Japon. D'accord. Ok. Et la place des paramédicaux dans ce système-là, est-ce que c'est un peu hiérarchisé comme ça peut l'être à certains endroits en France? C'est grosso modo la même chose. Le niveau de reconnaissance n'est peut-être pas le même par rapport à la France. Les kinés sont un petit peu moins reconnus qu'en France, je pense. Au niveau de la société, au niveau de la qualité du métier, je pense que l'apprentissage est peut-être moins poussé que ce que l'on peut avoir en France. En tout cas, par rapport à ce que j'ai appris à l'école à Nancy et par rapport à ce que je vois qu'ils ont pu apprendre au Japon dans les grades en dessous, j'ai l'impression que c'est un peu moins, on cherche moins dans les domaines spécifiques. Donc, par exemple, à Nancy, on va chercher très loin dans la pédiatrie, on va chercher assez loin dans la cardio-respi aussi. Au Japon, ils sont plutôt généraux, en fait. Ils restent assez général par rapport à ce qu'on peut avoir en France. Et du coup, après, dans la pratique, les kinés sont très... Donc, ça reste bien reconnu, il n'y a pas à dire. Mais du coup, c'est vraiment un accompagnateur pour de la rééducation, pour de la réhabilitation. Et souvent, c'est vu comme quelqu'un qui aide à faire des petits exercices tranquillou dans la société. Un peu comme un coach, un guide. Un peu comme un coach, un peu comme un guide, exactement. Et du coup, par exemple, si on peut donner une comparaison, les infirmières sont mieux reconnues que les kinés. Donc, parler uniquement niveau salaire, du coup, les infirmières sont mieux payées au Japon par rapport à en France. En France, le salaire moyen d'une infirmière est en dessous de celui du kiné. Et c'est l'inverse au Japon. Une infirmière est mieux payée en moyenne au Japon qu'en France, qu'un kiné, pardon. Est-ce qu'elle a les mêmes tâches que l'infirmière ou l'infirmière française? Oui, mais sa formation est plus poussée, pour le coup. Donc, elles sont quasiment capables de remplacer les médecins, s'il y a jamais il y a besoin. Elles sont beaucoup plus autonomes, elles ont beaucoup plus d'autonomie et beaucoup plus de responsabilités que chez nous. Justement, je me posais une question. Il me semble avoir compris qu'au Japon, en fait, il n'y avait pas tellement de grades entre les métiers. Enfin, je veux dire, tout travail est respectable. Alors qu'en France, au niveau du système de la santé, par exemple, c'est vrai que les aides-soignants, aides-soignantes, les infirmières sont sur l'échelon, comment je pourrais dire, et salaire et symbolique, un petit peu en dessous des médecins. Est-ce qu'au Japon, on a aussi cette différence qui peut être faite par la société entre les métiers, on va dire, je ne sais pas comment utiliser le terme sans être polémique, mais qui sont jugés par certains et certaines comme des métiers un peu avec peu d'études, et donc peut-être moins respectables que d'autres qui nécessitent des études. Est-ce qu'on a ce même regard-là au Japon? Alors ça, c'est assez difficile à dire pour le coup, parce que les Japonais sont très polis. Donc ça veut dire que quand on va plutôt juger, on va plutôt donner une appréciation plus ou moins forte en fonction du métier. Donc par exemple, si on va avoir un métier qui ne demande pas beaucoup de qualifications, où on n'est pas passé par une grosse université ou qui n'a pas demandé beaucoup d'années d'études, on va dire, oh, c'est bien. Voilà, comme ça. Et après, plus on va grimper dans les échelons, plus on va monter dans oh, c'est incroyable, oh, c'est super, oh, dis donc. C'est toujours bien, c'est bien, et plus. Voilà, c'est ça. Donc, c'est poli. C'est poli au Japon. Voilà. Donc, quand on dit c'est bien, mais c'est tout, on est plutôt au bas de l'échelle. Bah, on peut prendre les choses comme ça, j'imagine, oui. Ça, c'est avec mon regard occidental que je dis ça. Ils vont récompenser l'effort avec le compliment, on va dire, mais c'est pas pour ça qu'ils vont déprécier un métier si ça demande moins d'études ou quoi que ce soit. Donc, on a vraiment conscience ici que chaque métier est nécessaire et chacun va être respecté du moment qu'il fait bien son travail, en fait. Ça va plutôt être ça. Comment on met le cœur au travail, comment est-ce qu'on le réalise, si on est sérieux, si on fait bien les choses et tout. Dans ce cas-là, il y aura toujours le respect qui ira avec. Après, je dis pas le contraire que quand une fille présente un garçon à ses parents, par exemple, ça aide quand même s'il y a un métier qui
qui a fait, s'il y a un métier qui a demandé plus d'années d'études ou qui a un peu plus de prestance, si on peut dire des choses comme ça. Pour être un peu plus valorisé en termes de statut social. Donc, c'est ça. Mm-hmm. Si on parle un peu des autres professions qui gravitent, nous, en France, autour de la kiné, il y a les kinés, il y a les ostéos, les chiropracteurs, différentes professions, les APA aussi. Est-ce qu'au Japon, on a aussi cette disparité de métiers qui existent et qui gravitent autour des patients comme ça? Alors, au Japon, il y a des ostéopathes et il y a des chiropracteurs. Les ostéopathes, je crois, donc à ma connaissance, c'est surtout des étrangers qui sont venus et qui sont installés au Japon pour travailler. Et du coup, qui ont un visa permanent et qui, sous ce visa permanent, peuvent offrir quelques heures à droite à gauche. Je connais pas d'ostéopathe qui arrive à vivre complètement de son métier au Japon. Il y en a certainement, mais du coup, en général, il dépend de la communauté internationale pour vivre. Voilà. Après, pour les chiropracteurs sont plus installés, donc c'est un métier qui est plus répandu au Japon, et donc ça, on peut trouver des cabinets un petit peu partout, en général. Et du coup, donc c'est un métier qui est assez répandu ici. Voilà. Après, pour les APA, alors les APA, je crois pas qu'il en existe au Japon. Donc en général, c'est plutôt des aides-soignants qui vont avoir une formation supplémentaire dans le domaine de la rééducation sportive. Voilà, adaptée. Ok. Ça, c'est une question qui m'intéresse plus parce que c'est dans mon champ. Est-ce qu'au niveau musculo-squelettique, il y a une sorte de partage entre les chiros, par exemple, et les kinés sur ces questions-là? Je sais pas, monsieur, madame, tout le monde qui se fait mal au dos, est-ce qu'il va plus aller voir un kiné? Est-ce qu'il va s'auto-traiter? Est-ce qu'il va voir un rebouteux? Comment ça se passe? Alors là, j'imagine que ça dépend du problème, déjà à la base. Donc, si c'est un problème qui demande une consultation médicale, le médecin va orienter. Et ensuite, le patient va suivre le conseil du médecin. Si c'est quelque chose qui dure sur le long terme ou le patient s'oriente de lui-même, donc dans ce cas, il y a plusieurs solutions. Donc, il y a énormément de cabinets de massage, d'étirement et d'assouplissement partout au Japon. C'est un métier qui ressemble énormément à la kiné, on va dire, mais qui est en dehors de ce système-là. Et du coup, donc ces cabinets de stretch, de massage, d'étirement, il y en a un peu partout. Donc la première solution, c'est d'aller là. On peut trouver une séance de 1 heure, une demi-heure à 30 euros, à partir de 30 euros pour massage ou stretching. Donc voilà, donc en général, les gens vont là. Et puis après, du coup, j'imagine que selon les convictions, selon le traitement, ils vont plutôt aller voir un acupuncteur avant d'aller voir un chiropracteur. Voilà. D'accord. Ah, donc je ne savais pas qu'il y avait ce champ-là. J'ai l'impression, tu me dis si je me trompe, que le métier kiné en France, j'ai l'impression qu'il est morcelé au Japon, en fait. Oui, c'est un peu ça. Les kinés qui passent par l'université vont s'occuper de la réhabilitation. Donc, vraiment de la réhabilitation pure et dure. Et tout ce qui est parti, sans vouloir faire polémique, tout ce qu'on voit beaucoup dans les cabinets libéraux de kiné en France, donc beaucoup, pas tout le temps, donc voilà. Mais tout ce qui est partie étirement, massage, Traitement passif un peu. petits soins d'accompagnement, si on peut dire ça comme ça, soins d'accompagnement sans gros traitement de fond derrière, c'est fait par du coup un autre corps de métier qui est trouvé, que l'on peut trouver dans des cliniques à droite à gauche. Ok. J'ai aussi vu en me renseignant, que les Japonais, je ne savais pas, ils avaient le record du monde de consommation de médicaments. Et je me suis posé la question, je ne sais pas si je te l'apprends ou pas, j'ai lu ça juste avant. Je l'apprends, tu me l'apprends. Le montant par japonais et japonaise, c'est la plus grande somme au monde de consommation. Je pensais que c'était aux États-Unis qu'il y avait ça. Mais est-ce que tu penses que les Japonais et les Japonaises vont moins consulter les professionnels comme les kinés, comme les masseurs, je ne sais pas comment on appelle ça, ou les acupuncteurs qu'en France? Je pense qu'ils vont peut-être plus les voir. D'accord. Je pense qu'ils vont plus les voir. C'est extrêmement accessible. C'est ouvert à des horaires qui sont très convénients et souvent, il n'y a pas besoin de rendez-vous. Donc, il y a certains endroits, par exemple dans les galeries qui entourent le métro ou les gares, il y a des petites cliniques qui sont ouvertes là, qui sont ici. Et avant l'horaire d'ouverture, il va y avoir une ligne de travailleurs en fait qui se fait.
et qui vont faire une micro-consultation avant d'aller au travail, en fait. Ouais. Donc, ils vont prévenir leur patron, j'arrive dans une demi-heure, pas juste là, et puis après je viens, et puis donc ils font ça. Les traitements au Japon, en général, prennent beaucoup moins de temps parce que les patients parlent beaucoup moins. Donc, c'est juste, j'ai mal là, hop, crac, crac, on fait le boulot, et puis hop, c'est reparti pour un tour, quoi. Donc, ça va très, très vite. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a une sorte de prévention ou d'hygiène? Moi, dans mon idée, j'ai l'impression que les Japonais et les Japonaises, ils appliquent un peu plus les recommandations. On leur dit, il faut faire tant d'activités pour votre santé, faites-le. Oui, l'hygiène de vie est très importante au Japon. Ils apprennent ça dès l'école. C'est intégré vraiment dans leur quotidien, quels sont les bons gestes à faire pour s'entretenir, pour garder une bonne santé. Les conseils, dormez bien, mangez bien, bougez, c'est vraiment un message qu'on peut entendre au quotidien, en fait, que ce soit au travail ou quoi que ce soit. Même moi, à l'université, les jours où je venais, que j'avais mal dormi la veille ou quoi que ce soit, j'avais toute l'équipe pour me dire fais attention, n'en fais pas trop, fais attention à toi, prends soin de ta santé et tout. Donc, c'est vraiment très ancré dans les mentalités. Il est très important de savoir gérer son hygiène de vie et de savoir faire attention à sa santé au Japon. C'est étonnant que tu dis ça parce que je pensais que le Japon, c'est un pays où le taux de suicide au niveau du travail est très important. Et donc, il y a les fameux épuisements au travail. Et alors, de temps en temps, je me dis, mais il y a un décalage après entre ce qui peut arriver en entreprise où ils font des heures supplémentaires pas possibles. Et après, quand ils ont beaucoup travaillé, ils vont dans les bars le soir, s'alcooliser, puis pas beaucoup dormir. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce d'ambivalence, de choses qui se contredisent? C'est assez... Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à la fois. Pour ce que j'ai vu dans les entreprises que j'ai vues, plutôt des petites entreprises. J'ai pas été dans des grosses boîtes ou quoi que ce soit. Pour ce que j'ai vu dans les petites entreprises, franchement, le rythme de travail, il est cool. Quand t'arrives en tant que Français, le plus gros risque, c'est peut-être de te faire un peu suer parce que le rythme est très, très cool. On va pas forcément te demander de faire grand-chose, on va juste te demander de le faire bien, en fait. D'y mettre de l'application, d'y mettre de la qualité, en fait. Donc, on va te laisser plus de temps pour que tu puisses mieux faire les choses, en fait, dans ton travail. N'ayant pas vu des boîtes où il y avait de mauvaises ambiances, donc je sais pas si le livre, par exemple, d'Amélie Nothomb, Stupeur et tremblement, te parle. Oui, bien sûr. Donc, cette fille qui arrive dans une entreprise où il la pousse à bout et tout. J'ai pas vu d'endroit comme ça. Donc, je sais que ça existe. Donc, j'ai eu la chance de pas tomber là-dedans. Mais le milieu du travail est franchement plus confortable ici de mon point de vue. D'accord. Et donc après, ça se voit aussi à l'université. Donc, si je peux vous donner un exemple de l'université, c'est comme le travail, un petit peu. Ça devient une seconde maison, en fait. L'université, je peux y rentrer quand je veux. Donc, j'ai une clé, j'ai un pass. Je peux y aller à minuit, comme je peux y aller à 2 heures du matin, comme je peux y aller n'importe quelle heure de la journée, ce sera toujours ouvert. Si jamais je veux y dormir, il y a des lits, il y a du matériel pour cuisiner, il y a une bibliothèque. Les salles d'études, c'est de la moquette. J'y suis en chaussons. On se balade en chaussons, on fait nos réunions en chaussons. C'est franchement c'est le confort absolu. Il y a toujours un temps où on peut s'arrêter pour prendre un thé, pour discuter. Franchement, c'est très, très sympa. Et après, il y a du travail. Mais si on fait les choses à un rythme régulier et qu'on travaille avec un rythme correct, il n'y a pas de raison que ça dérape, quoi. En tout cas, dans les entreprises que j'ai vues. Ok, écoute, c'est intéressant de t'entendre parce que ça me permet peut-être aussi de modérer la vision que j'ai faite de ce que j'en ai lu, parce que j'ai lu que les Japonais en entreprise, je dis les Japonais parce qu'il y a plus d'hommes, de femmes, si j'ai bien compris, qui bossent dans ces entreprises-là, ils font des heures pas possibles et c'est mal vu de partir tôt, par exemple, ou c'est mal vu de rater une réunion parce qu'on doit emmener son enfant à tel ou tel endroit. C'est ce que j'en avais compris dans mes lectures. Oui. Alors, il y a ça. Il y a des entreprises dans lesquelles, effectivement, on reste très tard le soir. Mais du coup, l'image de l'entreprise n'est pas forcément la même. Donc, j'ai l'impression que les entreprises où ça se passe mal, c'est quand même pas la majorité. Pour les gens avec qui je parle et tout. Donc, effectivement, quand ça se passe mal, ça peut aller très mal, ça peut aller jusqu'au suicide de la personne. Donc ça, c'est une réalité, c'est sûr. Mais dans la moyenne, dans ce que je vois autour de moi, dans les Japonais que je fréquente et tout,
Franchement, ça a l'air d'aller. C'est juste que en France, on est très travail d'un côté et vie de l'autre, en fait. Donc quand on va au travail, on se tue à la tâche, on donne tout ce qu'on a, puis après on rentre et on veut vraiment faire un break et vivre, en fait. Alors que au Japon, le travail fait partie de la vie, en fait. Donc ça veut dire qu'on fait les choses à un rythme un peu plus cool. Et les gens qui sont à ton travail, donc les autres employés, ton prof et tout, ça devient en quelque sorte ta deuxième famille, en fait. Donc, tu passes du temps avec ta famille. Tu vas boire un verre avec eux une fois que le travail est terminé. Euh, on se soutient l'un l'autre, on dit ah, on a fait du bon boulot aujourd'hui aussi et tout. Tu passes du temps, tu profites du fait d'être ensemble et tout. Et la plupart du temps, quand j'entends des employés qui se sont fait appeler par leur patron pour aller boire un verre le soir et tout, en général, ils y vont de bon cœur, quoi. C'est un moment qui est sympa, qui est à partager, où ils discutent jusque pas d'heure et tout. Pas vu comme un moment comme des heures de travail, comme on pourrait éventuellement le voir ici. C'est pas considéré comme du travail, en fait. C'est du social, quoi. C'est tes amis, c'est devenu tes proches, c'est ceux avec qui ça fait partie de ta vie, en fait. Donc tu vis pendant ces moments-là. C'est pas un moment où on a la pression du travail comme on peut l'avoir en France, en fait. Dans la plupart des cas, en tout cas. Justement, en parlant de cette différence culturelle, est-ce que toi, tu as eu des difficultés à t'adapter à certains rites, coutumes au niveau culturel, que ce soit au niveau de ta vie professionnelle là-bas et puis même ta vie personnelle, la rencontre de nouvelles personnes, tout ça? Alors, la culture est très différente. Donc, il y a des choses qui sont difficiles. Il y a des choses qui sont difficiles, c'est sûr. Après, je suis partie au Japon en sachant que c'était complètement différent et qu'il y aurait du boulot à faire. Il y a un truc qui dit quand on aime, on compte pas. Et du coup, je suis vraiment amoureuse de la culture. Donc, en fait, c'est plutôt si je vois qu'il y a une erreur, si je vois que ça bloque quelque part, je vais chercher comment faire, quelle est la solution, où est-ce que j'ai fait l'erreur, pourquoi est-ce que c'était une erreur et quelle est la bonne attitude à faire, quelle est la bonne attitude à apprendre. Donc, la plupart du temps, en raisonnant comme ça, moi, j'arrive à me mettre un peu dans le moule de façon relativement souple. Après, c'est vrai qu'il y a des choses sur lesquelles ça bloque, ça peut bloquer un peu. Donc, pour le milieu du travail, pour moi, ça va vraiment bien. Ça va plutôt être au niveau social, donc pour l'amitié, qui s'exprime de façon complètement différente au Japon, enfin, complètement, très différente au Japon. Et du coup, c'est assez dur de se faire des vrais amis comme on en a en France. En fait, en France, on crée des liens très facilement. On va tout de suite sortir boire un verre ensemble et puis on va se revoir tous les soirs. On va avoir une relation qui est assez fusionnelle, qui est très tactile et qui est très intense. Au Japon, quand on voit ses bons amis une fois par mois, on est content. Donc, des amis en dehors du travail. Voilà. Si on arrive à se faire une sortie une fois par mois, on est content. Voilà. Donc, ça, c'est peut-être le point qui est un peu dur. Mais du coup, donc, ça se rééquilibre en fait au fur et à mesure. Le social qu'on fait pas avec les amis qu'on a en France, on le fait avec les gens qu'on a au travail en fait. La façon d'exprimer est différente et du coup, on s'adapte au fur et à mesure. C'est sûr que pas faire de câlins, pas faire la bise, ne pas avoir l'ironie à la française avec les Japonais, c'est compliqué. C'était vraiment compliqué au début. Là, je peux dire qu'au bout de 3 ans, je suis à peu près confortable. Il y a encore des moments où je me dis, faudrait, j'ai besoin d'appeler un pote français ou j'ai besoin d'avoir une bonne discussion à la française ou des choses comme ça. Mais sinon, la plupart du temps, ça va bien. C'est pas trop difficile, justement. Il n'y a pas ce côté, c'est difficile de savoir ce qu'ils pensent ou ce qu'elles pensent vraiment quand tu discutes avec. J'ai l'impression qu'il y a une espèce d'étiquette faut pas forcément dire et toujours être dans la politesse, comme tu dis. Ça va dépendre à quel niveau vous en êtes avec la personne, en fait. Si vous venez d'arriver sur le terrain et que vous savez pas si vous allez rester ou pas, en général, les Japonais vont être un peu plus distants avec vous. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Bon, c'est mon expérience personnelle et c'est avec les gens que j'ai rencontrés. Les Japonais vont vraiment s'investir dans une amitié avec vous à partir du moment où ils savent que vous restez, en fait, ou qu'ils savent qu'ils ont le moyen de conserver un contact qui tienne la route avec vous. Donc, moi, j'ai décidé de rester au Japon il y a 1 an, donc à peu près un peu plus d'1 an. Et du coup, en fait, mon amitié avec les Japonais que je connais s'est vachement renforcée à ce moment-là, en fait. Donc, à partir du moment où ils ont su que je restais,
ils sont beaucoup plus ouverts. Il y a un masque qui est tombé, en fait, en quelque sorte. Mais du coup, c'est vrai que s'il n'y a pas cet engagement dans la durée, vous dites, je reste, je serai disponible, on va continuer à rester en contact et tout, ils vont pas s'investir, ils vont pas faire tomber le masque, ils vont rester un peu pudiques à ce niveau-là. Il y a des personnes, des Japonais que j'ai connus pendant à peu près 5 ans, donc depuis la première fois où je suis venue au Japon, donc que j'ai recroisé régulièrement pendant 5 ans et avec qui je suis allée à la fac. Et en fait, jusqu'à ce que je dise que je restais, il y en a certains avec qui je ne savais pas s'ils m'appréciaient vraiment ou s'ils étaient juste polis avec moi au bout de 5 ans. Donc c'est vraiment quelque chose qui est un peu compliqué à vivre des fois. J'imagine. Et tu as pas traité de patient et patiente encore, si j'ai bien compris. J'ai fait des interrogations seulement et j'ai assisté à des D'accord. traitements. La relation justement dans le soin des Japonais et des Japonaises. Alors, pour ce que j'en ai vu, donc c'est très professionnel. On va dire ça comme ça. Donc, les kinés, en France, avec les kinés, on a tendance à faire très vite copain-copain avec les patients. Et ici, si par exemple, c'est pas une fille du pays, qui est devenue kiné et qui du coup traite quelqu'un qu'elle connaissait d'avant, les relations vont être très professionnelles. Donc, c'est juste, je viens, j'ai tel problème, je viens pour tel traitement, voici mon ordonnance, voilà, qu'est-ce que je dois faire? Et c'est tout. Donc, il y a pas d'énormes dialogues sur comment elle va, comment elle se sent, comment va la famille, comment va tout ça. Non, c'est vraiment très synthétique. C'est très synthétique. Les gens sont accueillis de façon très chaleureuse. Donc, bon, en général, les relations sont très cordiales, mais il n'y a pas de gros engagements émotionnels dans la relation entre le patient et le thérapeute. Voilà. Donc ça, c'est une grosse différence, je trouve. Après, j'imagine que dans les endroits où c'est des patients qui sont suivis pendant plusieurs années, oui, à ce moment-là, il y a une amitié qui se crée, effectivement. Mais sinon, pour des traitements basiques, genre 10 séances ou des choses comme ça, il n'y a pas de grosse amitié qui en ressort. Et pour finir, j'avais une question par rapport au rapport homme-femme au Japon. Avant de faire cette interview, j'ai été voir un petit peu quelques chiffres et je me suis rendu compte que le Japon était au-delà de la 110e place au niveau du rapport homme-femme, que ce soit en entreprise ou dans la société. Est-ce que toi, tu as un regard, que ce soit au niveau de l'activité professionnelle, justement, de ce rapport homme-femme, et de cette différence éventuelle, et même au niveau de la société, avec ton regard occidental, si je puis dire, si je peux utiliser ce terme-là? Alors, il y a énormément de femmes qui ne travaillent pas au Japon. Ça, c'est une certitude. Dans ma promotion à l'université, quand je suis arrivée, on était moitié filles, on était à moitié c'était 50-50 pour les qualités. Et cette année, on n'est que deux dans un laboratoire, on n'est que trois dans un laboratoire de 20 personnes. Donc, la balance a bien changé. Donc, je ne saurais pas trop dire lequel est la vraie moyenne, en fait. Donc, je ne sais pas si cette année est exceptionnelle ou si l'année d'avant était exceptionnelle. Après, je sais que dans les hôpitaux, donc en général, oui, il y a une part beaucoup plus importante d'hommes qui travaillent. En France, on est à peu près à moitié-moitié, je crois, au niveau en kiné. À peu près moitié homme, moitié femme. Donc, au Japon, il va y avoir moitié-moitié avant que les femmes n'aient des enfants. Et une fois que les femmes ont des enfants, en général, elles sont bien à la maison. Du coup, elles y restent. Voilà. Ouais, elles y restent. D'un point de vue sociétal, donc il y a des filles il y a des femmes qui veulent faire leur carrière, qui veulent travailler et tout, et qui y arrivent. Et il y a énormément de moyens qui sont mis en place pour qu'elles puissent le faire. Donc il y a des garderies. Les garderies, on les paye en fonction de son salaire. Donc normalement, tout le monde peut se l'offrir. Donc ça veut dire que si vous avez un salaire en dessous du minimum, que vous n'avez pas les moyens de vous payer, si vous avez un salaire qui est vraiment très bas, ça peut aller jusqu'à être gratuit, donc payé complètement par la commune, les garderies. Donc, c'est un système qui est pas mal. Donc normalement, les femmes ne sont pas empêchées d'aller au travail. Par ça, donc après, c'est peut-être plus par question de confort dans certaines branches ou pour certaines personnes. Et du coup, après,
par rapport à la France, quelque chose qu'on retrouve énormément ici. Il y a beaucoup de filles qui font des études pour faire des études, en fait, mais qui disent j'ai pas envie de travailler après, je veux juste me trouver un mari et être tranquille à la maison, quoi. Donc ça, c'est quelque chose que j'entends assez régulièrement et que j'entends pas du tout en France. Ça, c'est la grosse différence pour moi. Parce que tu penses que c'est sociétalement plus accepté, ça fait un peu partie des rôles, un peu des stéréotypes de sexe qui peuvent exister au Japon? Non, je pense que c'est plus cool de rester à la maison et de faire du shopping avec l'argent de son mari. Voilà. C'est... Parce que je connais quelques amis féministes à qui ça n'avait pas d'entendre ça, tu vois. Parce que pour l'avoir discuté avec des gens autour de moi, il y a certaines personnes qui se disent quand même, c'est difficile, pas forcément facile à entendre de se dire voilà, je suis mieux à la maison à dépenser l'argent du mari. C'est un peu toi, tu vois. C'est une réalité ici. Il y a des filles qui le disent et qui l'assument complètement et qui disent voilà, moi c'est comme ça que je veux vivre plus tard. Et il y a des maris il y a des hommes qui sont très bien avec ça et qui disent oui, moi je veux passer ma vie à travailler, je veux avoir ma petite femme qui m'accueille le soir à la maison. C'est un système qui convient aux personnes qui m'en ont parlé, en tout cas. Donc après, c'est pas le cas pour tout le monde. Effectivement, il y a des Japonaises qui veulent avoir une carrière professionnelle, qui font de très belles carrières professionnelles. J'en ai plusieurs dans mon entourage aussi. Après, d'un point de vue pression, donc c'est vrai qu'une femme qui n'a pas d'enfant, c'est compliqué. D'accord. Voilà. Une femme qui n'a pas d'enfant, une femme qui n'est pas mariée, ça reste un peu compliqué. Ça commence à évoluer doucement, donc ça devient peu à peu accepté par la société. Si on pouvait s'autoriser une comparaison avec la société française, ça reviendrait à la France d'il y a 30-40 ans peut-être. Voilà, où les femmes commençaient à aller un peu de plus en plus à travailler et tout, peut-être un peu avant 30-40 ans, mais donc il y a peut-être juste un décalage dans le temps, si on peut dire ça comme ça. Ok. Quels sont tes projets pour la suite? Allez, les projets pour la suite, c'est réussir à devenir kiné au Japon. Donc, le parcours de combattant n'est pas terminé. Là, je suis en train de chercher un visa. Je ne peux pas travailler comme kiné tout de suite parce que j'ai toujours pas le niveau 1 au GLPT japonais. Et du coup, comme j'ai pas le niveau 1 en japonais, je peux pas encore passer l'examen de kiné. Donc, le projet au court terme, c'est passer un examen pour être aide-soignante. Donc, un examen en japonais plus un examen en anglais. Et obtenir un visa d'aide-soignant, travailler 2 ans, 1 ou 2 ans comme ça, obtenir le niveau 1 en japonais, obtenir le diplôme de kiné et travailler en tant que kiné. Donc, encore 1 ou 2 ans à faire. Plusieurs marches, du coup. Et c'est le niveau 1 difficile à récupérer, je me dis, c'est la lecture, le problème? Oui, c'est les kanji, les caractères, les caractères chinois. Pour pouvoir décrocher le niveau 1, il faut en connaître combien? Il faut en connaître, il y en a 5. Donc, le plus bas, c'est le 5. Je suis à peu près je suis entre le 4 et le 3. Donc, mais la marge entre le 3 et le 2 et entre le 2 et 1, c'est quelque chose. Donc, va falloir bosser dur. Oui, ok. Super. En tout cas, on ne peut que te souhaiter ça, toute cette réussite. Et en tout cas, félicitations pour cette démarche qui nécessite, je pense, pas mal d'abnégation, d'efforts. Mais j'ai l'impression que tu es très passionné, donc ça doit aider un petit peu. Ça aide. Merci beaucoup. Tu peux rajouter quelque chose? Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter. Il n'y a pas de souci. Contact via où? Alors, mon adresse email, c'est emelineperrin@hotmail.fr, EMELINEPE2REIN@hotmail.fr. N'hésitez pas, je répondrai avec grand plaisir à vos questions. Ok, ça marche. Eh bien, merci beaucoup pour ce temps passé. Je pense qu'on a eu pas mal d'informations vraiment intéressantes et peut-être que, encore une fois, tu vas susciter des vocations. Tu vas peut-être être envahi d'un flot d'emails, de demandes d'informations. On verra bien. C'est ça, hein, c'est Shotaro en France. Hein. Oui, Shotaro Tachibana. Je pense qu'il sera ravi de répondre à vos questions si vous en avez aussi. Il est à l'école d'Assas, hein, il bosse. Oui, il y était. Maintenant, il travaille dans un autre centre. Ok. Arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. Merci à tous d'avoir écouté et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast. Restez connectés. À bientôt. Au revoir. Merci, Emeline. Merci.